L'étrange maison haute dans la brume d'Howard Phillips Lovecraft. Chaque matin, du côté des falaises de Kingsport, la brume monte de la mer. Blanche et duveteuse, elle s'élance des profondeurs vers ses frères les nuages, chargés de rêves de pâturages humides et de cavernes de Léviathan. Plus tard, les nuages sèment des morceaux de rêve en tranquille pluie d'été sur les toits en pente des poètes, pour que les hommes ne vivent pas sans la rumeur d'étranges secrets séculaires et de merveilles que, seules dans la nuit, les planètes racontent aux planètes. Quand les contes volent en rangs serrés dans les grottes des tritons, et que dans les cités d'algues, les conques font retentir les airs sauvages que les très anciens leur ont enseignés, alors que de grands pans de brume impatientes et chargés de savoir se rassemblent dans les cieux, et ceux qui, sur les rochers, ont les yeux tournés vers le large, ne voient qu'une blancheur mystique, comme si le bord de la falaise était celui du monde entier, et que les cloches solennelles des buées tintaient librement dans un éther de féerie. Au nord de l'antique Kingsport, les rochers escarpés, altiers et singuliers, s'élèvent par paliers, si haut que celui qui est le plus au nord se retrouve suspendu dans le ciel, tel un nuage effiloché, gris et glacé. Il est seul, ce pic morne et saillant dans l'espace infini, car c'est là que la côte tourne à angle droit, là que le grand Miskatonic se déverse, venu des plaines, derrière Arkham, apportant avec lui des légendes des bois et d'étranges petits souvenirs des collines de la Nouvelle-Angleterre. Les gens de mer de Kingsport lèvent les yeux vers cette falaise comme d'autres lèvent les yeux vers l'étoile polaire. Ils règlent la durée des tours des gardes nocturnes selon qu'elles voilent ou cachent la grande ours, Cassiopée, le dragon. Pour eux, falaise et firmament ne font qu'un. En vérité, ils ne cessent de la voir que lorsque la brume cache les étoiles ou le soleil. Ils aiment bien certaines falaises, comme celle du Père Neptune, ainsi nommée à cause de ses contours grotesques, ou celle dont ils appellent les marches semées de piliers, la chaussée. Mais cette autre falaise leur fait peur parce qu'elle est trop près du ciel. Les marins portugais arrivant de voyage font le signe de croix quand ils la voient pour la première fois. Quant aux vieux Yankees, ils croient qu'en l'escaladant, au cas où ce serait possible, ils risquent pire que la mort. Et pourtant, sur cette falaise, est perchée une vieille maison aux fenêtres à petits carreaux où l'on voit briller des lumières le soir. Cette ancienne maison a toujours été là, et les gens disent qu'il y habite quelqu'un. Quelqu'un qui parle avec les brumes matinales montant des profondeurs, quelqu'un qui voit peut-être des choses singulières, au loin, sur l'océan, dans ces moments où le bord de la falaise devient le bord du monde entier, et où les bouées solennelles tintent librement dans la blancheur éthérée de la féerie. Il parle de tout cela par ouï-dire, car nul n'escalade jamais cet impressionnant rocher sur lequel les gens du pays rechignent à braquer leur télescope. Les estivants l'ont bien observé avec leurs petites jumelles, mais ils n'ont jamais rien vu d'autre que cet archaïque toit gris, pointu, couvert de bardeaux où, au crépuscule, la pâle lumière jaune de petites fenêtres filtre de ces avant-toits qui descend presque jusqu'aux fondations grises. Ces estivants ne croient pas que ce même quelqu'un puisse habiter l'antique maison depuis tous ces siècles, mais ils sont incapables d'apporter la preuve de leur opinion hérétique aux vrais habitants de Kingsport. Même le terrible vieil homme, qui parle à des pendules de plomb suspendues dans des bouteilles, paye ses provisions avec des doublons d'or espagnols multiséculaires et garde des idoles de pierre dans la cour de son antédiluvienne maison de Wall Street, peut seulement affirmer que ces choses existaient déjà du temps où son grand-père était un petit garçon, et qu'il devait en être ainsi des siècles auparavant, quand Belcher, ou Shirley, ou Cornwall, ou Bernard étaient gouverneurs de la province de Sa Majesté de la baie de Massachusetts. Puis, un été, un philosophe arriva à Kingsport. Il s'appelait Thomas Olney et enseignait des choses sérieuses dans une université près de la Narragansett Bay. Il arriva flanqué d'une corpulente épouse et d'enfants turbulents. Dans ses yeux se lisait sa lassitude de voir les mêmes banalités depuis tant et tant d'années, sa fatigue de ressasser les mêmes pensées bien ordonnées. Il contempla les brumes depuis le diadème du Père Neptune et tenta de s'aventurer dans leur blanc monde de mystère en empruntant les marches titanesques de la chaussée. Matin après matin, il s'allongeait sur les falaises et contemplait,
derrière le bord du monde, l'éther mystérieux qui s'étendait au-delà, écoutant les cloches spectrales et des cris sauvages qui, peut-être, étaient des cris de mouettes. Puis, quand la brume se levait et que la mer apparaissait banalement avec ses fumées de bateaux à vapeur, il poussait un soupir et redescendait en ville. Là, il aimait à se promener dans les vieilles ruelles étroites qui montent et descendent la colline, en observant les pignons dangereusement branlants et les portes aux curieuses colonnes qui avaient abrité tant de générations de vigoureux marins. Il parla même avec le terrible vieil homme qui ne portait pas les étrangers dans son cœur, et fut invité dans sa maison redoutablement antique, où les plafonds bas et les boiseries vermoulues entendaient les échos d'inquiétants soliloques aux petites heures de la nuit. Bien sûr, il était inévitable qu'Aulnay remarquât la vieille maison grise isolée dans le ciel, sur cette sinistre falaise qui se confond avec les brumes et le firmament. Encore et toujours, elle était suspendue au-dessus de Kingsport, dont les ruelles sinueuses bruissaient encore et toujours des chuchotis évoquant ses mystères. Le terrible vieil homme racontait d'une voix asthmatique l'histoire qu'il tenait de son père, qui avait aperçu, une nuit, un éclair s'élancer de cette maison au toit pointu vers le plus haut nuage du ciel. Et Mamie Horn, dont la petite demeure au toit en croupe, dans le Ship Street, était entièrement recouverte de mousse et de lierre, grommelait de sa voix rauque. Quelques ont dit qu'elle tenait de sa grand-mère, comme quoi des formes volantes surgissaient des brumes, à l'est, pour se diriger droit vers l'étroite et unique porte de cet endroit inaccessible, car la porte était bâtie dans le prolongement de la roche tournée vers l'océan, et ne pouvait être vue que par les navires en mer. Finalement, avide de découvrir des choses sortant de l'ordinaire, et n'en étant empêché ni par la peur que ressentaient les habitants de Kingsport, ni par l'habituelle indolence des estivants, Aulnay prit une résolution absolument terrible. Malgré une éducation conservatrice, ou à cause d'elle, car les vies routinières aspirent en silence à l'inconnu, il fit le serment solennel d'escalader cette falaise septentrionale que tout le monde évitait, et de visiter cette maison grise anormalement ancienne suspendue dans le ciel. Sans doute la partie la plus équilibrée de son esprit lui avait-elle soufflé que cet endroit était habité par des gens qui l'atteignaient depuis l'intérieur des terres, en suivant la rive plus facile d'accès du Miskatonic, de l'autre côté de l'estuaire. Ceux-ci faisaient probablement leur marché à Arkham, sachant combien les habitants de Kingsport aimaient peu leur maison. À moins qu'ils ne fussent incapables de descendre du côté de Kingsport. Aulnay s'en alla donc sur les premières pentes des falaises, là où les grands rochers se dressaient avec insolence pour s'unir aux choses célestes, et constata qu'il était humainement impossible de monter ou de descendre à pied cette pente menaçante par le sud. À l'est et au nord, la falaise s'élevait perpendiculairement à l'eau sur une hauteur de plusieurs milliers de pieds. Il ne restait donc que son versant ouest, regardant vers l'intérieur des terres et Arkham. Tôt, un matin d'août, Aulnay partit à la recherche d'un passage menant à l'inaccessible sommet. Il commença par s'orienter vers le nord-ouest en empruntant d'agréables chemins vicinaux, laissant derrière lui la mare de Hooper et la vieille poudrière de briques. Puis il poursuivit jusqu'au pâturage qui montait à la rencontre de la crête dominante, le Miskatonic, pour offrir à la vue un magnifique paysage, où les blancs clochers d'Arkham datant de l'époque du roi George s'étendaient sur des lieues à la ronde, parmi les prés et les cours d'eau. Là, il trouva une route ombragée qui menait à Arkham, mais pas la moindre piste conduisant, comme il l'eût souhaité, vers la mer. Jusqu'à l'embouchure du fleuve, ce n'était qu'une succession de bois et de prés vides de toute trace de présence humaine. Pas même un mur de pierre ou une vache égarée, seulement les hautes herbes, les arbres gigantesques et les enchevêtrements de ronces que le premier Indien avait dû voir. À mesure qu'il grimpait lentement vers l'est, en s'élevant de plus en plus au-dessus de l'estuaire, à sa gauche, pour se rapprocher de la mer, sa progression croissait en difficulté, si bien qu'il se demanda comment les habitants de cet endroit honni faisaient pour se rendre dans le monde extérieur, et s'ils se rendaient souvent à Arkham pour s'y approvisionner. Puis il y eut de moins en moins d'arbres. Loin, au-dessus de lui, sur sa droite, il aperçut les collines et les antiques toits et flèches de Kingsport. Depuis ces hauteurs, même Central Hill était minuscule, et c'est à peine s'il arrivait à distinguer l'ancien cimetière, juste à côté de l'hôpital de la Congrégation, dans les profondeurs duquel couraient,
selon la rumeur, un réseau de terribles cavernes ou de tunnels. Il avait devant lui une étendue d'herbe clairsemée parcourue de chétifs buissons de myrtilles, derrière lesquels on ne voyait que la roche nue de la falaise et le toit pointu de la terrifiante maison grise. À présent, la crête s'étrécissait, et Aulnay fut pris de vertige, ainsi seul dans le ciel. Au sud, il voyait le terrifiant précipice qui donnait sur Kingsport. Au nord, la falaise qui tombait à pic sur environ 1 mille jusqu'à l'embouchure du fleuve. Soudain, une large fissure s'ouvrit devant lui, profonde de 10 pieds, si bien qu'il dut s'y laisser choir après s'y être suspendu par les mains. Il atterrit sur un sol en pente, puis remonta de l'autre côté en passant par un défilé naturel qu'il escalada au péril de sa vie. Voilà donc comment les habitants de cette étrange maison voyageaient entre ciel et terre. Quand il émergea de la fissure, une brume matinale était en train de se former, mais il ne l'empêcha pas de voir distinctement la haute maison à pic qui se dressait devant lui. Des murs aussi gris que la roche et un faîte qui s'élevait audacieusement contre le blanc laiteux des vapeurs marines. Il s'aperçut que ce côté de la maison, tourné vers la terre, n'avait pas de porte mais seulement quelques fenêtres à croisillons, des œils de bœuf ternis à petits carreaux plombés à la mode du XVIIe siècle. Autour de lui, tout n'était que nuages et chaos, et en dessous, il n'y avait rien, hormis la blancheur de l'espace infini. Il était seul dans le ciel avec cette étrange et troublante maison. Après avoir fait le tour pour parvenir à l'entrée, il constata que sa façade prolongeait la falaise, si bien que le seul moyen d'atteindre son étroite et unique porte était de passer par les airs. Il éprouva une indéniable terreur que l'altitude seule ne pouvait expliquer, d'autant qu'il ne comprenait pas comment les bardeaux, aussi vermoulus, ne s'étaient pas effondrés, ni comment une cheminée formée de briques aussi décomposées ne s'était pas écroulée. Comme la brume s'épaississait, Aulnay rampa furtivement jusqu'aux fenêtres des murs nord, ouest et sud pour vérifier si elles étaient ouvertes, mais les trouva toutes verrouillées. Il en conçut un vague soulagement, car plus il avançait dans ses découvertes, moins il avait envie de pénétrer à l'intérieur de cette maison. C'est alors qu'un bruit le fit se figer. Une serrure grinça, un verrou fut tiré. Puis il y eut un long craquement, le bruit d'une lourde porte qu'on ouvrait lentement et précautionneusement. Cela se passait du côté donnant sur l'océan, côté qu'il ne pouvait voir, où la porte étroite s'ouvrait sur plusieurs milliers de pieds d'espace vide dans le ciel brumeux, au-dessus des vagues. Puis quelqu'un marcha dans la maison, d'un pas lourd et déterminé, et Aulnay entendit qu'on ouvrait les fenêtres. D'abord au nord, à l'opposé de l'endroit où il se trouvait, ensuite à l'ouest, juste sur sa gauche. Ensuite viendrait le tour de celle du sud, sous l'avant-toit qui descendait très bas de son côté. Il convient de dire ici qu'Aulnay, confronté d'un côté à l'inhospitalité de la maison et de l'autre au vide vertigineux des cieux, se sentait particulièrement mal à l'aise. Quand un tâtonnement se rapprocha du châssis le plus proche de lui, il se faufila d'un côté ouest et s'aplatit entre les fenêtres désormais ouvertes. De toute évidence, le propriétaire était rentré chez lui, mais il n'y était pas parvenu par la terre, ni par aucun ballon ou aéronef qui se pût imaginer. Aulnay entendit de nouveaux bruits de pas et contourna la maison vers le nord, mais il n'avait pas encore trouvé où s'abriter que, déjà, une voix l'appelait doucement. Il sut alors qu'il n'avait d'autre choix que d'affronter son hôte. Penché par la fenêtre ouest, il voyait un grand visage à barbe noire dont les yeux portaient l'empreinte phosphorescente de vision inouïe. Mais la voix était douce, avec un accent étrangement désuet, si bien qu'Aulnay ne frissonna pas quand une main brune se tendit pour l'aider à franchir le rebord de la fenêtre et à entrer dans une pièce basse de plafond, aux boiseries de chêne noir et au mobilier de style Tudor. L'homme portait des vêtements très anciens, et était comme nimbé d'une indéfinissable aura d'expertise maritime et de rêve de galion de haut bord. Aulnay a oublié la plupart des merveilles que cet homme lui a racontées. Il a même oublié qui il était. Mais il prétend que c'était un homme étrange, gentil et habité par la magie des vides insondables de l'espace et du temps. Une pâle lueur aquatique semblait teinter de vert la petite pièce, et Aulnay vit que les fenêtres les plus éloignées, à l'est, n'étaient pas ouvertes. Comme pour se protéger des brumes éthérées, leurs vitres étaient aussi opaques que des culs de vieilles bouteilles.
Cette haute barbue semblait jeune, et pourtant, dans son regard, se lisaient d'antiques mystères. Et des histoires anciennes et merveilleuses qu'il conta, on peut déduire que les gens du village ont raison de dire qu'il communiait avec les brumes de la mer et les nuages du ciel bien avant qu'il y eût un village et des villageois pour observer sa retraite solitaire. La journée avançait, et pendant ce temps, Aulnay se laissait enivrer par des rumeurs issues des temps anciens et des contrées lointaines, contant la bataille des rois de l'Atlantide comme les visqueuses horreurs serpentines surgies des fosses océaniques, et l'histoire du temple de Poséidon, dont les navires en détresse peuvent encore apercevoir les piliers couverts d'algues annonçant leur perdition. L'hôte évoqua l'époque des Titans, mais fut gagné par une sorte de gêne lorsqu'il aborda cette première époque trouble et chaotique d'avant la naissance des dieux et même des très anciens, celle où seuls les autres dieux venaient danser au sommet de Altekla, dans le désert rocheux près d'Ultar, sur l'autre rive du Sky. À ce moment, des coups furent frappés sur cette ancienne porte de chêne cloutée, derrière laquelle ne se trouvait qu'un abîme de nuages blancs. Aulnay sursauta de terreur, mais l'homme barbu lui fit signe de ne pas bouger et marcha sur la pointe des pieds jusqu'à l'entrée. Là, il regarda à travers un tout petit Judas. Ce qu'il vit ne lui plut pas. Il porta un doigt à ses lèvres et fit le tour de la petite pièce, toujours sur la pointe des pieds, pour fermer toutes les fenêtres avant de revenir s'asseoir sur son vieux siège, à côté de son invité. Aulnay vit alors une étrange silhouette sombre s'attarder devant les carreaux translucides de chacune des petites fenêtres, comme si le visiteur menait sa petite enquête avant de s'en aller, et se réjouit que son hôte n'eût pas répondu au coup frappé à la porte. Car bien des choses étranges hantent le grand abîme, et celui qui arpente les rêves doit éviter de déranger ou de rencontrer celles qu'il vaut mieux laisser tranquilles. Puis les ombres commencèrent à se rassembler. D'abord petites et furtives, sous la table, puis plus téméraires, dans les sombres coins lambrisés. L'homme barbu esquissa d'énigmatiques gestes de prière et alluma de grands cierges dans des chandeliers de cuivre, curieusement ouvragés. Ce faisant, il jetait de fréquents coups d'œil à la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Au bout d'un moment, il sembla qu'on répondait à ses regards par d'étranges petits coups secs frappés selon un très ancien code secret. Cette fois, il ne prit pas la peine de regarder à travers le Judas. Il fit basculer la grande barre de chêne et tira le verrou, déverrouilla la lourde porte et l'ouvrant toute grande aux étoiles et à la brume. Alors, au son d'obscures harmonies, tous les rêves et tous les souvenirs des très puissants disparus de la terre surgirent des profondeurs pour venir flotter à l'intérieur de cette pièce. Les flammes dorées qui jouaient sur des chevelures d'algues éblouirent Aulnay qui leur rendait hommage. Il y avait là Neptune armé de son trident, des tritons taquins, des néréides fantastiques et des dauphins qui portaient en équilibre sur leur dos un grand coquillage crénelé où se dressait la forme terrible et grise de l'antédiluvienne Nodens, seigneur du grand abîme. Les conques des tritons firent retentir des airs mystérieux, et les néréides produisirent des sons étranges en tapant sur les grotesques coquilles de bêtes inconnues tapies dans l'obscure grotte marine. Puis le vénérable Noden tendit sa main parcheminée pour aider Aulnay et son hôte à grimper dans son vaste coquillage. Les conques et les gongs produisirent une effrayante clameur sauvage, et le fabuleux équipage, dont les cris se perdaient dans des échos de tonnerre, s'élança vers l'éther infini. Toute la nuit, à Kingsport, on scruta cette haute falaise chaque fois que l'orage et les brumes le permirent. Et lorsqu'à l'approche de l'aube, les petites fenêtres s'assombrirent, on se mit à parler à voix basse de catastrophes et de malheurs. La corpulente femme d'Aulnay et ses enfants s'en allèrent alors prier leur Dieu, le fade et convenable Dieu des Baptistes, en espérant que le voyageur trouverait quelqu'un à qui emprunter un parapluie et des caoutchoucs, à moins que la pluie ne s'arrêtât d'ici le matin. Mais l'aube émergea de la mer, ruisselante et couronnée de brume, et les bouées tintèrent solennellement dans des tourbillons d'éther blanc. Puis, à midi, des corps féeriques sonnèrent au-dessus de l'océan tandis qu'Aulnay, sec et le pied léger, descendait des falaises vers l'antique Kingsport, avec, dans les yeux, le regard de celui qui a vu des contrées lointaines. Il fut incapable de se rappeler le rêve qu'il avait fait dans la hutte de cet ermite sans nom, perché dans les cieux.
et ne put davantage expliquer comment il s'était pris pour redescendre de cette falaise où nul avant lui ne s'était aventuré. De même, il lui fut impossible de s'entretenir de tout cela avec quiconque en dehors du terrible vieil homme, qui marmonna par la suite d'étranges paroles dans sa longue barbe blanche, jurant que l'homme qui était redescendu de cette falaise n'était plus tout à fait celui qui l'avait escaladé, et que, quelque part sous ce gris toit pointu, ou dans les hauteurs inconcevables de cette sinistre brume blanche, flottait encore l'esprit perdu de celui qu'on appelait Thomas Aulnay. Depuis ce jour, au cours d'interminables et mornes années de grisaille et d'ennui, le philosophe a travaillé, mangé, dormi et accompli sans se plaindre tous ses devoirs de citoyen. Il n'aspire plus à retrouver la magie des collines lointaines, il ne soupire plus après les secrets qui émergent tels de verts récifs d'une mer insondable. La monotonie de ses journées n'est plus pour lui source de tristesse, et son imagination se contente de pensées bien disciplinées. Sa bonne épouse a pris encore du poids, ses enfants ont grandi, se préoccupent des choses sérieuses et savent se montrer utiles à l'occasion. Quant à Aulnay, il ne manque jamais une occasion de sourire poliment et fièrement quand les circonstances l'exigent. Il n'y a plus aucune lueur d'inquiétude dans ses yeux, et s'il lui arrive encore de prêter l'oreille aux bouées solennelles et aux lointains corps féeriques, c'est uniquement la nuit, quand de vieux rêves battent la campagne. Il n'a plus jamais revu Kingsport. Sa famille n'en aimait pas les drôles de vieilles maisons et se plaignait de la qualité exécrable des canalisations. Il possède maintenant une jolie villa à Bristol Highland, où il n'y a pas de hautes falaises et où les voisins sont aimables et modernes. Mais à Kingsport, d'étranges rumeurs circulent et le terrible vieil homme lui-même admet quelque chose que son grand-père n'a jamais évoqué, car désormais, lorsque le vent du nord souffle en tempête depuis l'antique haute maison qui se confond avec le firmament, le silence terrifiant et inquiétant, qui existait déjà à Kingston bien avant que la peste ne la frappe, est enfin rompu, et les vieilles gens évoquent les chants joyeux et les rires emplis de joie supraterrestre qu'ils entendent résonner. Ils disent que le soir il y a plus de lumière qu'autrefois aux petites fenêtres basses. Ils disent aussi qu'il y a de plus en plus souvent, là-bas, au nord, une flamboyante aurore boréale, étincelante de bleu, drapée de visions de mondes de glace, tandis que la falaise et la maison se détachent, noires et fantastiques, sur un fond sauvagement coruscant. Les brumes de l'aube sont plus épaisses, et les marins se demandent si tous les tintinements étouffés qu'ils entendent en mer sont bien ceux des bouées solennelles. Le plus grave, cependant, est la disparition progressive des antiques terreurs dans le cœur des jeunes gens de Kingsport, qui sont de plus en plus enclins à écouter, la nuit, les faibles mugissements du vent du nord. Ils jurent que ni le mal ni la douleur ne peuvent habiter cette maison au toit pointu, car dans ces nouvelles voix résonne la joie, et avec elle, le son de la musique et des éclats de rire. Ils ignorent la nature des contes apportés par les brumes marines à ce picanté qui se dresse au nord, mais ils se languissent d'en savoir plus sur ces merveilles qui frappent à la porte donnant sur la falaise quand les nuées s'y amoncellent. Les patriarches redoutent qu'un jour ils ne cherchent à se rendre les uns à la suite des autres sur cet inaccessible pic s'élevant dans le ciel, et n'y découvrent les secrets séculaires cachés sous l'abrupte toit à bardeaux qui fait partie des rochers, des étoiles et des anciennes peurs de Kingsport. Ils ne doutent pas que ces jeunes aventureux reviendront, mais ils pensent qu'une lueur aura peut-être disparu dans leurs yeux, et de leur cœur, une volonté. Ils ne souhaitent pas voir la pittoresque Kingsport, avec ses ruelles grimpantes et ses pignons archaïques, sombrer petit à petit dans l'apathie, tandis que dans ce terrible et mystérieux nid d'aigle où les brumes s'arrêtent pour se reposer au cours de leur route de la mer jusqu'aux cieux, les chœurs des rires gagneraient, voix après voix, en force et en sauvagerie. Ils n'ont pas envie de voir les âmes de leurs jeunes quitter la douceur des foyers et les tavernes aux toits en croupe de la vieille Kingsport. Et ils n'ont pas envie non plus que les rires et les chants de cet endroit rocheux croissent en intensité. Car, de même que la voix qui est venue a apporté de nouvelles brumes de la mer et du nord, des nouvelles lumières, ils disent que d'autres voix apporteront encore plus de brume et de lumière jusqu'à ce que peut-être les anciens dieux, à l'existence desquels ils ne font allusion qu'à voix basse, de crainte que le supérieur de la congrégation ne les entende, jusqu'à ce que peut-être, donc,
Les anciens d'eux émergent des profondeurs et de cadales inconnus dans ce désert de glace, afin de s'établir sur cette falaise malfamée, à côté des agréables collines et vallées d'un paisible peuple de pêcheurs. Ils ne veulent rien de tout cela, car pour les gens simples, tout ce qui vient d'un autre monde n'est pas le bienvenu. Sans compter que le terrible vieil homme rappelle souvent ce qu'Aulnay racontait à propos de ces coups que l'habitant solitaire redoutait et de la forme noire et inquiétante qui se découpait dans la brume derrière les œils de bœuf plombés de cette étrange fenêtre translucide. De tout cela, cependant, les très anciens sont seuls à pouvoir décider, et pendant ce temps, la brume matinale continue à s'élever derrière ce pic solitaire et vertigineux où se dresse l'antique maison au toit pointu, cette maison grise aux avant-toits plongeant très bas, où l'on ne voit jamais personne, mais où le soir apporte des lumières furtives, tandis que le vent du nord se fait l'écho d'étranges festins. Blanche et duveteuse, elle s'élance des profondeurs vers ses frères les nuages, chargée de rêves de pâturages humides et de cavernes de Léviathan. Et quand les contes volent en rangs serrés dans les grottes des tritons, et que dans les cités d'algues les conques font retenir les airs sauvages que les très anciens leur ont enseignés, alors de grands pans de brume impatiente et chargés de savoir se rassemblent dans les cieux, et Kingsport, inconfortablement niché au pied des falaises, au-dessus de cette effrayante sentinelle de roches suspendues dans les cieux, ne voit sur l'océan qu'une blancheur mystique, comme si le bord de la falaise était celui du monde entier et que les cloches solennelles des bouées tintaient librement dans un éther de féerie.